Ce que personne ne sait sur cet endroit, c'est qu'il existe des zones sur la planète où la carte semble devenir muette. Ce sont des zones où les lignes de la cartographie deviennent fragiles, incapables de contenir l'immensité qu'elles représentent. Ce n'est pas la fin du monde, même si cela y ressemble. C'est le point exact où la civilisation admet qu'il existe des forces qu'elle ne peut pas domestiquer. Pendant des siècles, les êtres humains ont tenté de conquérir l'espace, de mesurer le temps et de nommer l'inconnu. Mais il existe des coins qui résistent au catalogage. La Tchoukotka n'est pas simplement une région de l'extrême nord-est de la Russie, c'est un avertissement géographique. C'est un rappel que la Terre possédait une vie intense et silencieuse, bien avant que le premier œil humain ne s'ouvre pour la contempler. C'est le récit de la survie dans sa forme la plus pure, où l'existence n'est pas tenue pour acquise, mais arrachée jour après jour aux mâchoires de l'hiver éternel. La géographie de l'oubli. La Terre ici n'a pas été façonnée par la main douce d'une érosion graduelle, mais par la force d'événements cataclysmiques et la pression implacable de la glace. Si nous pouvions accélérer l'histoire géologique de la Tchoukotka, nous verrions une bataille titanesque entre le feu du sous-sol et le poids des glaciers. Ce que nous percevons aujourd'hui comme des montagnes statiques sont en réalité les cicatrices de cette guerre ancienne. La chaîne de Pekoulné et les hauts plateaux Tchoukche ne se sont pas élevés pour toucher le ciel, mais ont survécu au poids écrasant qui a tenté de les niveler. Le paysage se déploie comme une toile de sévérité et de beauté. Au nord, l'océan Arctique pousse ses blocs de glace contre la côte, une marée blanche qui ne se repose jamais. À l'est, la mer de Bering agit comme la porte d'entrée vers un autre continent, une séparation liquide qui, dans des temps reculés, était un pont de terre solide. Cette dualité définit la géographie de la région, car c'est un lieu de connexion et en même temps d'isolement absolu. Les rivières, comme l'immense Anadyr, ne coulent pas avec la placidité des eaux continentales. Elles serpentent comme des veines ouvertes sur la toundra, cherchant désespérément la mer avant que l'hiver ne les transforme à nouveau en pierres solides. Beaucoup sont surpris de découvrir que l'échelle de la Tchoukotka défie la perception humaine. Ces 720 000 km² sont un désert de contrastes. Il n'y a pas d'arbres pour offrir un abri, ni de point de repère pour réconforter le voyageur. La toundra est un tapis infini de mousse et de lichen, une peau végétale recouvrant le pergélisol, ce sol gelé en permanence, qui conserve dans ses profondeurs des secrets biologiques datant de milliers d'années. Marcher ici, c'est marcher sur une histoire suspendue. Sous la surface, la terre est dure comme l'acier, rejetant toute tentative d'agriculture profonde, dictant une seule loi. Ici, rien ne prend racine profondément. Tout doit apprendre à s'accrocher à la surface ou disparaître. Cependant, il y a des gens qui veulent toujours revenir car cette géographie hostile possède une richesse cachée. Une contradiction qui a attiré à la fois l'ambition et le désespoir. Les veines de la terre pulsent d'or, de charbon et de métaux rares, des trésors enfouis sous des couches de glace qui exigent un effort surhumain pour être extraits. La géographie de la Tchoukotka ne donne rien gratuitement. Elle fait payer un prix pour chaque gramme de richesse, un tribut d'effort et de volonté. C'est une scène où l'environnement lui-même est le protagoniste, un géant de pierre et de glace qui regarde impassiblement, alors que les civilisations tentent et échouent le couvent, de laisser leur marque sur sa peau gelée. Si le sol solide est le corps physique de la Tchoukotka, alors le climat est sans aucun doute son tempérament. Et nous devons comprendre quelque chose dès le départ. C'est un tempérament qui ne connaît ni merci, ni négociation. En entrant dans cette région, vous découvrez rapidement que ce que nous appelons froid, dans d'autres parties du monde, n'est qu'une gêne mineure. Ici, le froid est autre chose. Ce n'est pas simplement une lecture sur un thermomètre ou une condition météorologique passagère. C'est une présence physique, une entité vivante, lourde et tangible, qui respire, traque et cherche constamment toute faiblesse dans votre protection. Pendant 9 mois de l'année, l'hiver ne se contente pas de couvrir le paysage, il l'efface. La neige en Tchoukotka tombe rarement verticalement et poétiquement comme sur les cartes postales de Noël.
Ici, la neige est un projectile. Elle est lancée horizontalement par des vents qui atteignent des vitesses d'ouragan, créant un phénomène redouté par les habitants et respecté par les explorateurs, la purga. Ce n'est pas une tempête ordinaire. C'est un mur blanc, mouvant, une masse de glace pulvérisée qui élimine la visibilité, efface l'horizon et annihile le sens de l'orientation. Pour le voyageur imprudent, le monde se réduit dramatiquement à la distance de son propre bras tendu. Au-delà de cette distance, il n'y a rien, seulement un rugissement blanc et assourdissant. L'atmosphère sur cette péninsule est une leçon brutale d'humilité pour l'humain moderne. Les températures chutent régulièrement à 40, 50 et même 60 degrés sous zéro à l'intérieur des terres. À ces points extrêmes, la physique de la vie quotidienne change de manière à ressembler à de la science-fiction. Le métal devient fragile et peut se briser d'un coup sec. Le caoutchouc des pneus durcit jusqu'à se rompre comme s'il s'agissait de verre bon marché. Et le carburant se transforme en une gelée inutile s'il n'est pas traité correctement. La peau humaine exposée à cet air ne ressent pas seulement le froid. Elle subit des dommages irréparables en quelques minutes, gelant instantanément. Cependant, si vous demandez aux habitants locaux, ils vous diront que le véritable adversaire, l'ennemi réel, n'est pas le chiffre sur le thermomètre, mais le vent. Les vents katabatiques sont la véritable force motrice de cet enfer gelé. Ces courants d'air massifs, froids et denses descendent lourdement des montagnes intérieures et des hauts plateaux vers la côte, gagnant de la vitesse avec la gravité. Ils agissent comme des ciseaux invisibles mais acharnés, érodant la roche solide sur des millénaires et tannant la peau de ceux qui osent habiter ces latitudes, leur laissant des marques qui racontent des histoires de résilience. Il existe de plus un paradoxe étrange et fascinant dans ce climat, lié à la lumière et à la façon dont elle affecte l'esprit humain. Quand le bref été arrive, le soleil refuse de se coucher. La région est submergée dans un jour perpétuel, un soleil de minuit, qui désoriente complètement les horloges biologiques. C'est une saison d'insomnie collective et d'énergie frénétique, où la flore accélère son cycle de vie dans une tentative désespérée de rattraper le temps perdu. Mais cette lumière est éphémère. Quand l'hiver réclame son trône, la lumière s'enfuit de terreur. La nuit polaire descend sur la Terre comme un rideau de plomb lourd et immobile. Pendant des semaines et même des mois dans les zones les plus septentrionales, le soleil n'est qu'un lointain souvenir, une faible promesse qui teinte à peine l'horizon de bleu foncé pendant quelques heures avant de disparaître à nouveau. Dans cette obscurité prolongée, la psychologie humaine est testée d'une manière que peu peuvent comprendre sans l'avoir vécue. L'esprit doit lutter non seulement contre le froid extérieur, qui cherche à arrêter le cœur, mais contre les ombres intérieures qui grandissent quand le monde s'éteint. Le manque de lumière solaire affecte la chimie du cerveau, et l'isolement devient un défi aussi grand que la survie physique. C'est dans ce silence sombre que le véritable caractère des habitants de la Tchoukotka se forge. Néanmoins, le ciel, dans son immense sévérité, offre une récompense visuelle en échange de cette épreuve, un spectacle réservé uniquement à ceux qui endurent l'obscurité. Les aurores boréales. Ici, ce ne sont pas de simples lumières dans le ciel. Ce sont des rideaux vivants de feu froid, émeraude, violet et cramoisi, dansant sur le vide absolu. Scientifiquement, nous savons que c'est le résultat de particules solaires entrant en collision avec notre atmosphère, nous rappelant que nous sommes protégés des radiations cosmiques par un champ magnétique invisible. Mais en les regardant onduler sur la toundra gelée, il est difficile de ne pas ressentir quelque chose de spirituel. C'est un spectacle de force solaire transformé en beauté éthérée, une peinture mouvante qui rend le froid digne d'être vécu. Le climat de la Tchoukotka n'est pas une toile de fond passive. Il dicte le rythme d'absolument tout. Il contrôle la migration des baleines sur la côte, détermine quand les ours entrent dans leur tanière et décide quand les hommes peuvent voyager ou doivent s'abriter.
Ce n'est pas un arrière-plan pour l'activité humaine. C'est le chef d'orchestre, un directeur strict et autoritaire. Chaque être vivant ici, du plus petit lichen au chauffeur de camion le plus expérimenté, doit apprendre à jouer sa mélodie ou affronter le silence définitif qui attend ceux qui défient les règles de la glace. La frontière de demain. Il existe une ligne invisible qui traverse les eaux glacées du détroit de Bering. Une construction purement humaine imposée à une nature indomptée. La ligne internationale de changement de date. La Tchoukotka est, dans un sens très littéral, le lieu où le jour commence pour la planète entière. C'est l'avant-garde du temps, tandis que le reste du monde, de New York à Londres, vit dans le passé immédiat. Ici, c'est déjà demain. Cette curiosité temporelle dote la région d'une aura presque mystique, la transformant en un portail entre le futur et le présent. Si vous vous tenez sur les falaises battues par le vent du cap d'Ejnev, le point le plus à l'est de tout le continent asiatique, vous êtes au bord du monde connu. De là, par temps clair, on peut regarder vers l'est, à travers la brume de la mer, et voir quelque chose d'extraordinaire, les îles Diomède. Et au-delà, au loin, les montagnes de l'Alaska. Vous regardez hier en territoire américain. C'est l'un des rares endroits sur Terre où l'on peut regarder un autre continent et un autre jour simultanément. La situation des îles Diomède illustre parfaitement cette folie géographique. La Grande Diomède appartient à la Russie. La Petite Diomède aux États-Unis. Elles sont séparées par à peine 4 km d'eau sombre et agitée. Cependant, elles sont divisées par 21 heures sur l'horloge humaine. C'est une distance physique insignifiante, un tronçon qu'un bon nageur ou un petit bateau pourrait traverser en quelques minutes, mais chronologiquement c'est un abîme. Au cœur de l'hiver, quand la mer de Bering gèle en formant un pont de glace statique et traître, une possibilité théorique fascinante surgit. Il serait possible de marcher du présent vers le passé ou de revenir du futur vers aujourd'hui, simplement en faisant quelques pas sur la glace craquante. Mais cette proximité géographique crée une tension palpable qui a défini l'histoire récente de la région. Pendant les années tendues de la guerre froide, cette frontière était connue sous le nom de rideau de glace. Alors que le mur de Berlin existait en Europe, il y avait ici un mur de silence et de surveillance entre deux superpuissances nucléaires. Des familles indigènes qui avaient de traverser ces eaux librement pendant des millénaires dans leurs kayaks en peau pour commercer, célébrer des mariages et partager des histoires, ont été soudainement séparées par une barrière idéologique invisible mais impénétrable. Des frères sont restés d'un côté, des cousins de l'autre, regardant la même mer mais vivant dans des réalités politiques opposées. La ligne de date est devenue une cicatrice et le flux naturel de l'humanité a été stoppé par décret gouvernemental. Mais la géographie, dans son immense sagesse, ignore la politique des hommes. Les courants océaniques massifs continuent de couler, riches en nutriments, nourrissant des écosystèmes qui ne comprennent pas les frontières. Des bancs de poissons, des baleines grises et d'immenses vols d'oiseaux migrateurs traversent cette ligne imaginaire sans passeport, ignorant complètement les divisions que nous traçons sur les cartes. Le détroit de Bering n'est pas, dans son essence, une séparation. C'est une ancienne cicatrice d'union, un souvenir du temps où le monde était un. Il y a des milliers d'années, pendant la dernière période glaciaire, ce détroit n'était pas de l'eau, mais de la terre ferme. C'était le pont terrestre de la Béringie, une vaste prairie sèche et froide, à travers laquelle l'humanité a fait ses pas les plus décisifs. C'est par ici, par ces latitudes mêmes, où les vagues se brisent aujourd'hui,
que les chasseurs préhistoriques ont poursuivi des mammouths et des bisons pour entrer dans les Amériques, peuplant un nouvel hémisphère. La Tchoukotka était le grand hall d'entrée du Nouveau Monde, la dernière terre connue avant la grande exploration vers l'inconnu. L'ADN des peuples autochtones des Amériques a ses racines profondes dans ce sol sibérien. Aujourd'hui, la région demeure comme une sentinelle solitaire au bord du temps. La sensation qui envahit le voyageur en étant ici est celle d'avoir atteint la fin du monde. Mais cette perception est trompeuse. En réalité, on est au commencement absolu. Chaque lever de soleil qui frappe les falaises noires de la Tchoukotka est le premier lever de soleil du monde civilisé. Il y a une responsabilité silencieuse et solennelle à recevoir la lumière avant tout le monde, à être le premier témoin mondial du nouveau jour. Cette position géographique unique a forgé un caractère d'attente et de vigilance dans la Terre elle-même et chez ses habitants. C'est un endroit qui ne regarde jamais en arrière, vers Moscou ou l'Europe. Il regarde toujours vers l'avant, vers le vaste horizon du Pacifique, où le futur arrive avec l'inévitabilité de la marée, nous rappelant que le temps, comme la mer, est une force que nous ne pouvons arrêter. Dans un environnement qui semble méticuleusement conçu pour limiter et même éradiquer la vie, la simple existence d'un être vivant est un acte d'audace et de rébellion. La biologie en Tchoukotka ne suit pas les règles des tropiques. Ici, il ne s'agit pas d'une abondance excessive, mais d'une efficacité impitoyable et d'une résistance blindée. Chaque organisme que vous voyez est le résultat de millions d'années d'ingénierie évolutive extrême. Commençons par regarder le sol. La flore de la toundra est un miracle de miniaturisation et de stratégie. Sur ces plaines balayées par les tempêtes, il n'y a pas de place pour la vanité des grands chênes ou des grands pins que nous voyons dans le sud. Le vent les renverserait ou le froid gèlerait leurs sève avant qu'ils ne puissent repousser. La vie végétale ici a appris une leçon vitale, être humble pour survivre. Elle a appris à embrasser le sol, à pousser vers l'intérieur plutôt que vers le haut. Les saules polaires, par exemple, sont techniquement des arbres. Ils possèdent la structure génétique d'un arbre, mais ce sont des arbres qui s'élèvent à peine à quelques centimètres du sol. Ils ressemblent à des arbustes rampants, formant des réseaux souterrains complexes et étendus pour conserver le peu de chaleur que la terre retient et pour s'ancrer contre les coups de vent. Leurs feuilles sont petites, cireuses et résistantes. Conçues pour retenir l'humidité dans un environnement qui, ironiquement, est très sec parce que l'eau est presque toujours gelée. Cependant, quand les brefs et explosifs mois d'été arrivent, la toundra subit une transformation qui défie la logique. Le paysage gris et blanc éclate en une frénésie de couleurs urgentes. Les baies, les mousses, les lichens et les fleurs sauvages aux couleurs intenses doivent compléter leur cycle reproducteur complet en quelques semaines. Ils profitent des 24 heures de lumière solaire continue pour effectuer la photosynthèse à un rythme vertigineux. C'est une course contre l'horloge biologique, une explosion de biomasse qui doit se produire avant que la glace ne revienne pour tout réclamer. Cette biomasse éphémère nourrit une faune tout aussi tenace. Le renne, véritable monarque de ces plaines infinies, est une machine biologique parfaitement conçue pour le froid. Ce n'est pas simplement un cerf. C'est un véhicule tout-terrain vivant. Sa fourrure est une merveille d'ingénierie naturelle. Chaque poil est creux à l'intérieur, emprisonnant l'air pour créer une couche d'isolation thermique si efficace que la neige ne fond pas sur son dos. Ses sabots sont larges et concaves, agissant comme des raquettes pour éviter de s'enfoncer en hiver et comme des pelles efficaces pour creuser dans la glace à la recherche de lichens nutritifs. Même leurs yeux changent de couleur avec les saisons pour mieux utiliser la lumière. Ils ne luttent pas contre l'environnement. Ils en sont devenus une extension. Mais la vie la plus étonnante, et peut-être la plus intimidante, se trouve là où la terre noire rencontre la mer grise. Les côtes rocheuses de la Tchoukotka
sont le théâtre de rassemblements massifs qui submergent l'essence. Des morses géants de graisse et de muscles dotés d'immenses défenses en ivoire se rassemblent par milliers sur des plages étroites. Le son est assourdissant, une cacophonie de mugissements et l'odeur est perçante. Ils cherchent le repos sur la terre ferme, parce que la glace de mer, leur plateforme naturelle pour se reposer entre les plongées, recule chaque année davantage en raison des changements climatiques mondiaux. Leur présence massive sur ces côtes est un témoignage de la richesse invisible de ces eaux froides. La mer ici n'est pas un vide. C'est une soupe dense de nutriments, poussée par des courants profonds qui apportent la vie du fond de l'océan, nourrissant un réseau trophique gigantesque. Et régnant au-dessus de tout, patrouillant la frontière floue entre la glace et l'eau, se trouve l'ours polaire, le grand prédateur blanc. En Tchoukotka, l'ours n'est pas un visiteur occasionnel. Il est le propriétaire incontesté du paysage. Sa capacité à naviguer dans le désert blanc est surnaturelle. Il peut détecter une proie à des kilomètres de distance rien qu'à l'odeur et nager sur des distances qui feraient périr tout autre mammifère terrestre. L'ours polaire est le symbole parfait de cette région, imposant, solitaire et parfaitement adapté à un monde qui serait inhabitable pour un humain non protégé en quelques heures. Sa fourrure n'est pas blanche, mais translucide, transportant la lumière du soleil vers une peau noire qui absorbe la chaleur, une adaptation brillante pour un monde de glace. Voir l'un de ces géants se déplacer avec une élégance silencieuse sur la banquise, c'est comprendre le véritable pouvoir de la nature. La faune de la Tchoukotka nous enseigne une leçon fondamentale. La vie n'a pas besoin de confort pour prospérer, elle n'a besoin que d'une chance, aussi petite soit-elle. Chaque animal ici, du plus petit lemming se cachant sous la neige à l'immense baleine grise émergeant entre les flots, représente une victoire absolue de l'évolution. Ils sont un rappel pulsant et constant que la nature trouve toujours, sans exception, un moyen de continuer, même dans le congélateur du monde, où la logique nous dirait que rien ne devrait survivre. Les premiers pas humains. Bien avant que les cartographes des cours européennes ne tracent des lignes arbitraires sur le papier, et que des empires lointains ne revendiquent une souveraineté qu'ils ne pouvaient exercer, il y avait des yeux humains qui regardaient ce paysage et y voyaient non pas un désert hostile, mais un foyer plein de possibilités. Ce que la plupart des livres d'histoire omettent à propos de cet endroit, c'est que le récit humain de la Tchoukotka ne commence pas avec l'arrivée des explorateurs russes, ni avec les drapeaux des nations modernes. Il commence il y a des milliers d'années, à une époque où le pont terrestre de la Béringie reliait encore les continents, permettant le passage des géants et de ceux qui étaient assez courageux pour les suivre. Nous parlons de peuples qui possédaient une technologie organique faite d'os, de peau et de pierre, mais qui faisaient preuve d'une sophistication et d'une résistance supérieure à toute machine moderne conçue dans un laboratoire. Les ancêtres des actuels Tchouktches et Yupiks ne sont pas arrivés ici par erreur, ni comme des naufragés de l'histoire. Ils sont venus avec un but, suivant les grands troupeaux, lisant les signes écrits dans les aurores boréales, et anticipant le comportement de la glace de mer avec une précision scientifique que nous aurions aujourd'hui du mal à reproduire sans satellite. Ils ont développé une relation avec l'environnement qui n'était pas basée sur la domination ou la conquête, mais sur un pacte sacré de survie mutuelle. Ils ont vite compris que pour survivre sur la Terre blanche, on ne peut imposer sa volonté.
on doit constamment négocier avec les forces brutales du vent et de la mer. Ils n'ont pas construit de cathédrales de pierre ou de grands monuments pour défier le ciel, mais des cathédrales de connaissances invisibles. Ils savaient coudre des peaux d'intestin de phoque avec un point si fin qu'elles devenaient imperméables à l'eau glacée, une technique qui sauvait des vies dans l'océan. Ils savaient construire des traîneaux sans un seul clou, joignant les pièces avec des lanières de cuir brut pour que la structure puisse fléchir et se déplacer comme un organisme vivant sur un terrain accidenté, au lieu de se briser à cause de la rigidité. Leur survie dépendait d'une fine capacité d'observation entraînée dès l'enfance. Ils ont appris que la baleine n'est pas un ennemi, mais un cadeau offert volontairement à celui qui en est digne. Que l'ours polaire est un frère qui marche sur deux pattes quand il veut regarder au loin et qui doit être profondément respecté, même quand la rencontre est inévitable. Cette vision du monde, où chaque rocher, chaque rafale de vent et chaque animal possède une essence vitale, n'était pas une simple croyance superstitieuse. C'était une brillante stratégie psychologique de survie, en dotant le monde qui les entourait d'esprit et de conscience. Ils n'étaient jamais vraiment seuls dans l'immensité terrifiante de l'Arctique. Le silence accablant de la toundra était plein de voix et de compagnie pour ceux qui savaient écouter le langage de la Terre. Ces premiers habitants ont accompli ce qui semblait biologiquement impossible, prospérer et rire là où le corps humain ne devrait pas durer plus de quelques heures sans protection. Ils ont créé une culture complexe, riche en mythologie, en danse et en rituels, dans un endroit où une erreur de jugement, une mauvaise lecture de la météo ou une imprudence avec le feu signifiaient une issue glacée immédiate. Leurs empreintes, bien que souvent invisibles sous des couches de neige perpétuelles, sont les fondations inébranlables sur lesquelles repose toute histoire moderne de la région. Ils ont démontré que l'être humain est capable de s'adapter à toute situation extrême s'il possède la volonté inébranlable et l'imagination suffisante pour voir des ressources là où d'autres ne voient que le vide. Ils n'ont pas conquis la Tchoukotka. Cela aurait été impossible. Ils sont devenus la Tchoukotka. Leurs corps se sont adaptés au froid, leurs rythmes circadiens se sont ajustés à la nuit polaire et leur régime alimentaire s'est spécialisé pour obtenir de l'énergie de l'environnement. Et ainsi, quand l'histoire moderne est enfin arrivée des siècles plus tard avec ses navires d'acier et ses armes à feu, elle a rencontré un peuple qui avait déjà été forgé par le fer du froid, une civilisation prête à résister aux prochains grands changements avec la patience d'un iceberg. Loin de la côte, s'aventurant dans l'intérieur vaste où l'horizon se courbe jusqu'à disparaître dans une brume indiscernable de cristaux de glace et de ciel pâle, vit une civilisation en perpétuel mouvement qui défie notre compréhension du temps et de l'espace. Pour l'esprit occidental moderne, habitué à la sécurité des murs de béton, aux adresses postales fixes et aux frontières statiques, la toundra sibérienne semble un vide terrifiant, un désert blanc inhabitable où la vie est une anomalie. Mais pour les éleveurs de rennes tchouktsé, les chouchous, ce vide apparent est plein de signes, de chemins invisibles, de souvenirs et d'une vie vibrante. Ils n'habitent que pas la terre au sens traditionnel. Ils naviguent sur elle comme des marins experts sur un océan solide qui change à chaque tempête. Pour ce peuple, le concept de foyer n'est pas lié à une coordonnée géographique fixe ou à une structure permanente de briques et de mortiers, mais à la présence respirante et constante du troupeau. Le renne n'est pas simplement du bétail ou un atout économique, c'est l'horloge biologique qui marque le rythme de leur journée et leur subsistance physique absolue. C'est l'axe central sur lequel tourne l'univers de l'éleveur, créant une dépendance si profonde et réciproque qu'elle brouille parfois la ligne de démarcation entre l'humain et l'animal. La vie dans la toundra intérieure est un cycle continu de migration qui n'admet ni pause ni doute. L'immobilité dans cet environnement est synonyme de faim. Quand la mousse et les lichens, la nourriture vitale du renne, sont épuisés sous la neige piétinée et gelée, la communauté reçoit un signal silencieux mais impératif. Il est temps de partir.
Ce qui suit est une chorégraphie répétée et perfectionnée au cours de siècles de répétition. Le démontage de la yaranga, l'habitation traditionnelle complexe faite de peaux de renne tannées et d'une structure légère en bois, n'est pas un déménagement chaotique comme ceux que nous connaissons. C'est un rituel d'une efficacité suprême. Chaque membre de la famille sait exactement quoi faire. En moins d'une heure, une famille entière peut effacer sa trace du paysage, rendant le lieu à la nature. Les peaux lourdes sont pliées avec une technique précise, les perches sont attachées aux traîneaux avec des nœuds qui ne gèlent pas. Et le feu, cœur du foyer, est éteint respectueusement. Ils se fondent une fois de plus dans la blancheur infinie, ne laissant derrière eux que le silence et la neige remuée que le vent effacera avant la tombée de la nuit, comme s'ils n'avaient jamais été là. Cette mobilité extrême est leur plus grande défense et leur stratégie la plus ancienne. Alors que les grands empires sédentaires de l'histoire sont tombés et ont disparu lorsque leurs murs ont été franchis ou leurs villes assiégées, le nomade survit et persiste précisément parce qu'il n'offre aucune cible fixe à l'adversité. On ne peut assiéger le vent, on ne peut acculer celui qui n'a pas de centre fixe. Cependant, il y a des gens qui, après avoir essayé la vie sédentaire, veulent toujours retourner à la toundra, car cette liberté absolue a un prix qui se paie chaque jour par une endurance physique brutale. La relation entre l'éleveur et le renne défie toute définition moderne de l'agriculture ou de l'élevage. Ce n'est pas une domination totale ou une exploitation unilatérale, mais une symbiose tendue et respectueuse. L'homme protège le troupeau des prédateurs invisibles et visibles, guide le chemin à travers des tempêtes aveuglantes où la visibilité est nulle. En retour, l'animal offre tout ce qu'il est. Il offre sa subsistance pour le corps, sa peau pour des vêtements supérieurs à tout tissu synthétique et ses os pour des outils. C'est un contrat signé il y a des millénaires qui se renouvelle chaque matin. Dans la solitude absolue de la toundra, sous un ciel qui peut rester dans une obscurité violette et étoilée pendant des mois lors de l'hiver polaire, la psychologie de l'éleveur commence à se fondre subtilement avec celle de l'animal. C'est un phénomène profond que les étrangers comprennent ou perçoivent rarement. Les éleveurs apprennent à penser comme le troupeau, à ressentir ses peurs et ses besoins. Ils développent une sensibilité presque prémonitoire pour ressentir le changement subtil du vent avant que les nuages ne s'accumulent à l'horizon, pour sentir l'humidité métallique d'une tempête de neige imminente à des kilomètres de distance. Ils lisent la neige comme un érudit lit un parchemin ancien plein de sagesse. Chaque ondulation à la surface, chaque texture de la glace et chaque ombre bleuâtre leur raconte une histoire détaillée sur la sécurité du terrain ou la proximité des loups. Et les loups sont toujours là à observer. Ils sont l'ombre éternelle du troupeau, les fantômes gris qui testent constamment la vigilance de l'éleveur, lui rappelant que dans la nature, il n'y a pas de vide de pouvoir. L'intrusion inévitable du monde moderne a ajouté une couche de complexité fascinante et parfois douloureuse à cette lutte ancestrale. La technologie a introduit des motoneiges qui rugissent et brisent le silence, là où avant seul le craquement doux des sabots et le glissement des skis se faisaient entendre, et des téléphones satellites qui relient l'isolement extrême au bruit mondial instantané. Mais cette modernité est fragile et trompeuse dans l'Arctique. Quand l'essence gèle dans les conduits, quand les pièces mécaniques se brisent sous l'effet du froid extrême ou que les batteries meurent, l'homme recommence à dépendre uniquement de ses instincts et de ses connaissances anciennes. L'éleveur moderne est donc un hybride fascinant, une figure qui marche avec un pied fermement ancré dans les traditions de l'âge de pierre et un autre dans le 21e siècle, essayant de maintenir un équilibre précaire dans un monde qui change plus vite que les saisons. Les géants de la côte et le rituel de subsistance. De nombreux voyageurs et observateurs sont surpris de découvrir que si les éleveurs dominent le silence blanc et sec de l'intérieur continental,
sur le bord dramatique où la Terre finit par s'abandonner à la mer, une autre lignée distincte de survivants s'épanouit. Ce sont les chasseurs de mammifères marins, une culture forgée par le sel et les vagues. Les Tchouktchés maritimes et leurs voisins Yupiks considèrent de l'océan depuis des millénaires, non pas comme une barrière infranchissable ou une limite, mais comme un garde-manger infini, mystérieux et dangereux. Ici, la géographie change radicalement et violemment. La plaine monotone laisse place à des falaises sombres, battues par des vents de force ouragan et à des plages de gravier volcanique noir où la mer de Bering rugit avec une force primordiale. Sur cette frontière liquide et traîtresse, l'obtention de la baleine et d'autres mammifères marins n'est pas un sport, ni même une industrie commerciale au sens économique habituel. C'est l'acte central et fondateur de leur existence, tant physique que spirituelle. C'est un drame récurrent où la survie de toute la communauté dépend de la rencontre avec le géant marin. La baleine grise et la puissante baleine boréale ne sont pas perçues par ces peuples comme de simples ressources naturelles ou des tonnes de viande et d'huile. Elles sont considérées comme des entités complexes dotées d'une conscience, d'une âme et d'un libre arbitre, des invités d'honneur habitant un monde parallèle et sacré sous les vagues. Il existe une croyance profondément enracinée et respectée selon laquelle la baleine choisit de se donner aux chasseurs qui se montrent dignes d'un tel cadeau. C'est un échange moral. Si le chasseur n'est pas respectueux, s'il a de mauvaises pensées ou si les rituels anciens ne sont pas observés avec précision, la baleine n'apparaîtra tout simplement pas ou se cachera sous la glace incassable. L'activité elle-même est un choc d'échelle disproportionné qui défie la logique. Des hommes dans de petits bateaux, traditionnellement des oumiaks faits de peaux de morse tendues sur du bois, se lancent dans des eaux plombées et glaciales pour défier des créatures de 30 ou 40 tonnes de muscles et de puissance. Le cadre où cela se produit est intimidant et majestueux. Des blocs de glace flottantes de la taille de maison se déplacent avec des courants imprévisibles, capables d'écraser une embarcation en quelques secondes si le timonier se déconcentre. L'eau est à une température si basse que l'immersion sans équipement approprié provoque un grave problème d'hypothermie en quelques minutes. La mer ne pardonne pas les erreurs. Le silence précédant la rencontre est dense, chargé d'électricité statique que tout le monde à bord peut ressentir. Le chef de l'expédition, debout à la proue, le harpon prêt, devient le point focal de l'histoire. Entre ses mains et dans sa visée, il détient la responsabilité écrasante de nourrir des centaines de personnes durant le long hiver. Le moment de la rencontre est intense, rapide et chaotique. La mer s'agite violemment, l'écume saute en gelant dans l'air et les cris de coordination se perdent dans le vent. Mais, curieusement, pour ceux qui observent attentivement, cet acte est dénué de malice ou de cruauté. Il n'y a pas de haine dans le cœur du chasseur, seulement une nécessité absolue et une bravoure stoïque face à la force de la nature. Lorsque le géant marin est enfin sécurisé et remorqué lentement vers le rivage, l'atmosphère sur la plage change radicalement. Ce n'est pas un triomphe arrogant de l'homme sur la bête, il n'y a pas de célébration de conquête vaine. Ce qui se respire dans l'air froid est une gratitude solennelle et profonde. Toute la communauté, sans exception, descend sur la plage pour recevoir le cadeau. Hommes, femmes, aînés et enfants participent à la transformation. C'est une course frénétique contre le temps et les éléments, un labeur communal qui doit être effectué avec une précision chirurgicale avant que le froid ne gèle la subsistance et ne rende le travail impossible. Ou avant que les ours polaires, attirés par l'odeur, n'arrivent pour réclamer leur... Rien n'est gaspillé dans ce système. La peau et la graisse sous-cutanée, connues sous le nom de muktuk, sont consommées avec révérence et souvent crues, étant une délicatesse prisée. Dans un environnement extrême où les agrumes ou les légumes verts ne poussent pas, cette graisse et cette peau sont la source vitale de vitamines et d'énergie qui maintient la population en bonne santé. Les eaux massives deviennent des structures pour les habitations ou des pièces d'art sculptées. Les fanons flexibles se transforment en artisanat et en outils.
La baleine cesse d'être un animal singulier et se transforme littéralement en la vie et le corps du peuple, s'intégrant à leur biologie. Ce cycle incessant de vie et de subsistance crée une spiritualité profonde et tangible. La mer est perçue comme une entité maternelle généreuse, mais aussi stricte et exigeante. Des offrandes sont faites à l'eau avant de partir, en rendant une partie pour assurer le cycle futur. La modernité a apporté des moteurs hors-bord plus puissants, des radios et des outils en acier. Mais elle n'a pas diminué le risque inhérent ni la révérence nécessaire. De plus, un nouveau défi est apparu. Le changement climatique modifie les schémas de la glace de mer de manière imprévisible. La glace côtière, qui était autrefois une plateforme solide et sûre pour le printemps, est maintenant fragile et cassante, forçant les chasseurs à s'aventurer beaucoup plus loin en eau libre, augmentant le danger de manière exponentielle. Dans un monde moderne qui est de plus en plus déconnecté de l'origine de sa nourriture, où la viande arrive dans des barquettes en plastique aseptisé, les habitants de la côte de la Tchoukotka maintiennent un lien viscéral, direct et honnête avec leur nourriture. Ils comprennent le prix réel de la vie et le poids de la survie parce que leurs propres mains travaillent directement, sous le froid et le sel, pour l'obtenir de la mer. L'histoire de la Tchoukotka n'est pas une ligne droite coulant calmement comme une rivière en été. Elle ressemble davantage à la glace lorsqu'elle se fissure sous une pression extrême. Pendant des milliers d'années, la vie ici a suivi un rythme prévisible, dicté uniquement par les migrations des rennes et l'épaisseur de la neige. Mais cette continuité a été violemment brisée au XXe siècle. Ce qui s'est passé dans ces terres reculées n'était pas simplement un changement de gouvernement ou un nouveau drapeau flottant sur le mât. C'était un changement de paradigme radical. Une collision frontale entre deux univers qui n'avaient aucun moyen de se comprendre. L'arrivée du nouveau système politique soviétique dans ce coin oublié de la carte a représenté un choc de vision du monde aussi brutal que fascinant. Il faut imaginer le contraste visuel et psychologique de ce moment. D'un côté, vous aviez une culture millénaire, profondément organique, vivant en symbiose parfaite avec les cycles de la nature. C'était une société qui ne mesurait pas le temps en heures, mais en saisons, et qui ne valorisait pas l'accumulation de biens, mais la capacité à se déplacer rapidement et avec légèreté. De l'autre côté, une idéologie est arrivée, obsédée par l'industrie lourde, la standardisation, le béton et la conquête de la nature. Lorsque les nouveaux administrateurs sont arrivés de l'Ouest, ils ont regardé l'immensité de la Tchoukotka et n'ont pas vu la sagesse ancestrale qui avait permis aux humains d'y survivre pendant des millénaires. Ils n'ont pas vu la complexité de leurs réseaux sociaux, ni leur connaissance profonde de la glace. Ce qu'ils ont vu était, de leur point de vue, un problème qui devait être résolu. Ils ont vu du retard. Pour ces bureaucrates, la toundra était une page blanche, un espace vide qui devait être réécrit selon les règles de la modernité. La civilisation est arrivée vêtue de bureaucratie, avec des mallettes pleines de quotas de production, de formulaires infinis et de règles conçues dans des bureaux à des milliers de kilomètres de là, par des gens qui n'avaient même jamais ressenti le froid de 40 degrés sous zéro. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment complexe et sombre. Il ne s'agissait pas seulement de construire des bâtiments, il s'agissait de reconstruire l'être humain. Le processus connu sous le nom de collectivisation était bien plus qu'une réforme économique. C'était une tentative systématique de démanteler le mode de vie nomade. Le système ne tolérait pas les gens qui se déplaçaient librement, car ceux qui bougent ne peuvent être ni contrôlés, ni recensés, ni taxés efficacement. Les chefs spirituels, les chamans et les gardiens de la mémoire orale ont été strictement interdits de pratique. Ils étaient bien considérés comme des ennemis du progrès, des reliques d'un passé superstitieux qui devaient être éradiqués. Leurs tambours ont été brisés ou brûlés et leurs objets sacrés confisqués. Imaginez ce que cela signifie pour une communauté de se voir arracher son lien avec le divin et ses ancêtres du jour au lendemain. Les éleveurs de rennes
hommes et femmes nés sous le ciel ouvert, ont été incités et souvent forcés à quitter leurs habitations traditionnelles en peau pour emménager dans des structures statiques de bois et de béton. Ce n'était pas seulement un changement d'adresse postale, c'était quelque chose qui contredisait des siècles d'instinct et de mouvements constants. Une tentative a été faite pour convertir le chasseur indépendant, autosuffisant et fier en un travailleur salarié du système, juste un autre rouage dans une machine géante. C'était une expérience sociale d'une ampleur qu'il est difficile de saisir aujourd'hui. Cependant, ce qui a vraiment scellé le destin de la Tchoukotka n'était pas l'idéologie, mais la géologie. Les choses que l'on peut trouver sous la terre ont changé l'avenir de la région pour toujours. Des géologues, explorant les coins les plus inhospitaliers, ont découvert que des trésors stratégiques d'une valeur incalculable dormaient sous la couche de pergélisol. Ils ont trouvé de l'étain, d'immenses gisements d'or, du mercure et, chose la plus critique pour l'époque, de l'uranium. C'étaient des ressources vitales pour nourrir la machinerie industrielle et militaire d'une superpuissance se préparant à dominer la scène mondiale. Soudain, l'isolement de la Tchoukotka a pris fin. Des ordres ont été donnés pour ouvrir des mines dans des endroits où le climat était si extrême que le métal se fissurait comme du verre et les pneus des camions se désintégraient. Mais la question logistique était énorme. Qui allait construire ces mines? Qui allait travailler dans l'enfer blanc? La région a vu arriver des milliers et des milliers de personnes envoyées dans ses confins pour travailler. Beaucoup ne sont pas venus de leur propre gré. Ces camps de travail sont une partie sombre et douloureuse de l'histoire qui ne peut être ignorée. Les routes qui traversent aujourd'hui certaines parties de la région, connues localement comme des routes construites sur des ossements, sont littéralement cimentées sur l'effort surhumain de ceux qui ont travaillé dans des conditions qui défiaient les limites de l'endurance biologique. Des hommes et des femmes taillant la pierre gelée avec des outils rudimentaires, construisant le chemin pour que les camions puissent emporter l'or et l'étain vers le centre de l'Empire. Il est vrai, et il faut le dire pour avoir le tableau complet, que cette époque a apporté des avancées tangibles. L'éducation formelle est arrivée. Une médecine moderne qui a réduit la mortalité infantile et l'électricité qui a apporté la lumière pendant la longue nuit polaire. La qualité de vie matérielle s'est améliorée sous de nombreux aspects techniques, mais le prix à payer a été une altération culturelle profonde, une blessure dans l'identité collective. Une génération a été créée, piégée entre deux mondes, éduquée dans un nouveau système, apprenant le russe et les mathématiques, mais nés de traditions anciennes que leurs parents ne pouvaient ne plus pratiquer ouvertement. Ils ont grandi en entendant des slogans sur l'avenir radieux, alors que leurs grands-parents pleuraient en silence le passé perdu. Et puis, l'impensable s'est produit. Lorsque le système s'est effondré en 1991, toute cette infrastructure artificielle, qui dépendait d'un flux constant d'argent et de carburant venant de l'Ouest, a commencé à faillir. C'était comme si quelqu'un avait coupé le câble de survie. Les navires de ravitaillement ont cessé d'arriver avec la même fréquence. Les avions n'atterrissaient plus. Soudain, l'État-providence, qui avait interdit les anciens modes de subsistance, a disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui un peuple qui a dû se souvenir, à toute vitesse et sous la menace de la famine, comment survivre par ses propres moyens quand les lumières s'éteignent et que le chauffage central cesse de fonctionner. Ruine d'une utopie de béton. Si vous avez l'opportunité de voyager aujourd'hui à travers l'intérieur profond de la Tchoukotka, ce que vous pourrez trouver vous coupera le souffle, non pas pour sa beauté naturelle, mais pour l'impact visuel de son abandon. Le paysage, immense et vide, est parsemé de vestiges surréalistes de ce passé industriel récent. Ce sont des cicatrices de béton,
au milieu de nulle part. Mais l'exemple le plus frappant, le joyau de la couronne de ce désastre post-industriel, est sans aucun doute la ville d'Yultin. Imaginez la scène. Vous conduisez pendant des heures sur une route de gravier instable, entourée de montagnes grises et d'une toundra infinie. Vous n'avez pas vu une âme sur des centaines de kilomètres. Et soudain, en franchissant un col de montagne, vous voyez une ville moderne complète apparaître à l'horizon. Vous voyez des blocs d'appartements de 5 étages, des centres culturels, de larges avenues, des écoles. Votre cerveau met un moment à traiter ce qu'il voit, car il ne devrait pas y avoir de ville là. Vous vous approchez avec le véhicule et le silence vous frappe physiquement. Il n'y a pas de voiture, pas de fumée dans les cheminées, pas de gens qui marchent. Yultin est une ville arrêtée dans le temps, une capsule temporelle massive, avec ses bâtiments vides, regardant aveuglément les montagnes. Ce sont les traces d'un projet industriel titanique qui a défié le climat et a perdu. Marcher dans les rues d'Yultin de nos jours est une expérience archéologique moderne qui vous fait dresser les cheveux sur la tête. Ce n'est pas comme visiter des ruines romaines d'il y a 2000 ans. Cela semble frais, récent, douloureusement proche. Vous entrez dans un appartement, avec la porte qui claque au vent, et trouvez des objets quotidiens laissés derrière, comme si les gens s'étaient évaporés au milieu du dîner. Vous pouvez voir des tasses de thé encore sur les tables, couvertes d'une couche de poussière de décennies. Vous voyez des jouets d'enfants jetés sur le sol, des livres scolaires ouverts à une leçon de 1993, des calendriers sur les murs marquant les dates d'une année passée depuis longtemps. La sensation est troublante car tout suggère une fuite précipitée. Mais la réalité est moins dramatique et plus tragique en termes économiques. Ces villes ont été abandonnées parce que la logique qui les a créées a cessé d'exister. Yultin n'était pas une ville organique qui a grandi parce que les gens voulaient y vivre. Yultin existait pour un seul but, extraire des minéraux. C'était une machine à habiter au service de la mine. Quand l'économie a changé dans les années 90 et que le prix du maintien d'une ville dans l'Arctique a dépassé la valeur de ce qu'ils extrayaient, Yultin a cessé d'être viable, l'ordre de fermeture est venu et a été absolu. Le chauffage a été coupé, l'électricité a été coupée. Dans ce climat, une maison sans chauffage n'est pas un abri, c'est un tombeau de glace. Les gens ont dû partir, souvent en quelques jours, laissant presque tout derrière eux, parce que les coûts de transport étaient astronomiques. Ce qui n'entrait pas dans une valise est resté. Maintenant, des décennies plus tard, la nature réclame ce qui lui appartient avec une violence lente mais imparable. Le père Gélisol ne pardonne pas l'arrogance de l'architecture humaine. Les fondations des bâtiments, qui ne sont pas maintenues artificiellement froides ou qui transfèrent de la chaleur au sol, provoquent la fonte et le mouvement de la terre. Les bâtiments s'enfoncent, s'inclinent et se tordent comme s'ils étaient faits de caoutchouc. Le béton se fissure sous des cycles brutaux de gel et de dégel. Le métal rouille à une vitesse étonnante à cause de l'humidité et du vent. La toundra envahit littéralement les salons. On peut voir de la mousse épaisse pousser sur des canapés, des bouleaux nains germer à travers les fissures du sol d'un deuxième étage. C'est un rappel visuel brutal que notre présence ici, dans l'extrême nord, est tolérée, mais jamais garantie. Cependant, il y a autre chose ici. Si vous parvenez à regarder au-delà de la tristesse de l'abandon, vous trouverez une beauté envoûtante dans ces ruines. Elles narrent l'histoire de la résistance et de la capacité d'adaptation de ceux qui y ont vécu. Ici, au milieu de nulle part, des gens sont tombés amoureux, ont formé des familles, ont célébré des anniversaires et ont vécu des vies pleines alors que les températures extérieures tombaient à 50 degrés sous zéro. Pour les habitants locaux vivant toujours dans la région, ces lieux ne sont pas seulement des déchets industriels, ce sont des dépositaires de souvenirs. Ce sont les endroits où ils ont eu leur premier baiser ou où ils ont appris à lire. La présence de ces structures massives sert de leçon constante et humble pour quiconque visite la région. En Tchoukotka, toute tentative de dominer la terre par la force brute de l'ingénierie est temporaire. Vous pouvez apporter tout le béton et l'acier que vous voulez. Vous pouvez construire des empires et dresser des plans quinquennaux.
Mais à la fin, la glace gagne toujours du terrain. Le silence revient toujours. Yultin est le monument définitif de la fragilité des ambitions humaines face à l'éternité du climat arctique. Et tandis que le vent hurle parmi les bâtiments vides, on ne peut s'empêcher de se demander combien de temps passera jusqu'à ce que la toundra efface complètement toute trace que nous avons jamais été ici. En écoutant tout cela, vous pourriez légitimement penser qu'après des décennies de changements forcés, d'interdictions, d'industrialisation et d'effondrements économiques subséquents, la culture indigène de la Tchoukotka aurait disparu complètement. Il serait logique de supposer qu'ils ont été écrasés par la roue de l'histoire. Mais sous-estimer la résilience de ce peuple est une erreur fondamentale. Malgré les tentatives systématiques d'assimilation et de rééducation, l'esprit original de la Tchoukotka ne s'est jamais éteint. Ce qu'ils ont fait a été quelque chose de beaucoup plus intelligent et subtil que la confrontation directe. Ils sont devenus discrets, ils sont devenus invisibles. Pendant les années les plus dures de la répression culturelle, ils ont appris à jouer le jeu du système. Pour le public, ils étaient des citoyens modèles du nouvel ordre, des travailleurs efficaces suivant les règles. Mais en privé, l'histoire était différente. Comme les racines des arbres arctiques qui s'étendent profondément sous terre pour survivre au froid de surface, la spiritualité s'est réfugiée dans la sphère domestique, dans la pénombre des foyers, dans la mémoire chuchotée des aînés. Le lien avec la terre dans cette région n'est pas une religion organisée avec des temples et des livres saints. C'est quelque chose de beaucoup plus intrinsèque. C'est une façon d'être au monde, une technologie de la conscience. C'est la compréhension profonde que tout est vivant, que la rivière, la montagne et l'ours ont un esprit et méritent le respect. Et cette compréhension ne peut être effacée par un décret gouvernemental. Et maintenant, de nombreux étrangers sont surpris en voyant ce qui se passe actuellement. Nous assistons à une renaissance silencieuse mais incroyablement puissante. La jeunesse de la Tchoukotka, une génération qui manipule la technologie numérique, édite des vidéos sur ses téléphones et connaît le monde par Internet, fait quelque chose d'inattendu. Elle retourne à ses racines. Au lieu de regarder vers les grandes villes de l'Ouest comme l'unique voie d'évasion, elle regarde en arrière pour pouvoir avancer avec les danses traditionnelles, qui pendant des années ont été réduites à des spectacles folkloriques pour touristes ou fonctionnaires en visite, retrouvent leur sens profond et rituel. On ne danse plus seulement pour divertir, on danse pour se connecter. Le son du tambour, ce battement rythmique imitant le cœur de la terre, est redevenu le centre gravitationnel de la communauté. C'est un son qui éveille une mémoire génétique, quelque chose qui était endormi mais pas perdu. Mais peut-être que la bataille la plus importante se livre sur le terrain des mots. La langue est aujourd'hui un domaine de récupération urgent. Il y a une lutte pour préserver les langues autochtones, non pas seulement pour la fierté nationaliste, mais parce qu'elles contiennent les clés techniques pour comprendre l'environnement. Ces langues ont évolué pendant des milliers d'années dans ce paysage spécifique. Elles ont des mots précis pour décrire des douzaines d'états différents de la neige, des nuances dans le comportement du vent, ou la texture de la glace qui n'ont pas de traduction directe en russe ou en anglais. Perdre ces mots signifierait perdre la capacité de lire la réalité de l'environnement en haute définition. Ce serait devenir aveugle aux dangers et aux cadeaux de la toundra. Cette renaissance a donné naissance à un mélange culturel fascinant, un hybride qui défie les stéréotypes. Il n'est pas rare de voir un chasseur moderne préparer son équipement avec une technologie de pointe, fusil de haute précision, GPS satellite, motoneige puissante. Mais avant de partir, ce même homme s'arrête et fait une offrande à la terre, verse un peu de thé ou laisse du tabac sur le sol, demandant permission et protection aux esprits du lieu. Pour eux, il n'y a aucune contradiction. Les traditions se sont adaptées, ont absorbé la modernité sans être dévorées par elle. La résistance culturelle ici n'est pas un rejet du progrès technologique.
personne ne veut recommencer à vivre sans chauffage, sans médecine ou sans les conforts qui rendent la vie dans l'Arctique plus supportable. Ce n'est pas un romantisme naïf, c'est une insistance farouche sur l'identité. C'est l'affirmation que l'on peut faire partie du monde global, être connecté et être moderne sans cesser d'être un enfant de cette terre. Ces gens ont survécu au tsar, ont survécu au communisme, ont survécu au chaos du capitalisme sauvage des années 90. Et ils sont toujours là. Leur culture n'est pas une pièce de musée couverte de poussière, c'est quelque chose de vivant, qui respire et qui change. En fin de compte, l'histoire de la Tchoukotka nous enseigne que les empires tombent, les villes de béton se fissurent et s'enfoncent, les idéologies passent de mode, mais la relation entre l'être humain et la Terre, si elle est basée sur le respect, est la seule chose qui perdure véritablement. Et alors que le soleil se couche sur le détroit de Bering, illuminant une terre qui a vu tant de douleur et tant de beauté, il devient clair que l'esprit de la Tchoukotka n'a pas seulement survécu, mais qu'il est prêt à affronter tout ce que l'avenir lui réserve. Le géant endormi s'éveille. Tandis que la culture des peuples autochtones connaît une renaissance spirituelle, une situation beaucoup plus physique et menaçante commence à se préparer sous leurs pieds. Ce que la plupart des étrangers ignorent sur cet endroit, c'est que le sol de la Tchoukotka n'est pas simplement de la terre inerte, c'est un gardien de secrets anciens. Sous ce tapis vert de mousse et de lichen s'étendant jusqu'à l'horizon, se trouve le pergélisol. Cette couche n'est pas juste de la terre froide, c'est une structure géologique complexe, un mélange dur comme le béton composé de terre, de roches et de glace, qui est resté dans un état de gel profond pendant des dizaines de milliers d'années. Il fonctionne comme un immense coffre-fort planétaire, emprisonnant à l'intérieur de la matière organique des époques passées et des gaz à effet de serre que l'atmosphère moderne n'a pas vu depuis des millénaires. Mais ce coffre-fort, que nous croyions incassable, commence à faillir. Les verrous de glace fondent. Le changement des températures mondiales n'est pas ici une théorie abstraite discutée dans des conférences académiques. Dans l'Arctique, c'est une réalité physique, tangible et violente. Le nord de la planète se réchauffe à une vitesse qui double et même triple le rythme du reste du monde. Quand le pergélisol fond, un phénomène terrifiant pour les infrastructures se produit. Le sol perd sa cohésion structurelle. Ce qui hier était un sol solide, capable de supporter des bâtiments en béton, devient aujourd'hui un marécage instable. Les conséquences sont visibles à l'œil nu. Dans les villes et les colonies de la région, les fondations des bâtiments soviétiques se fracturent avec un son sec, comme des coups de feu dans la nuit. Les conduites d'eau et de gaz, conçues pour un environnement statique, se tordent et se brisent au fur et à mesure que le sol bouge, laissant des communautés entières sans service de base au milieu de l'hiver. Les pistes d'atterrissage, vitales pour l'approvisionnement en nourriture et en médicaments, ondulent comme s'il s'agissait de vagues marines gelées dans l'asphalte, faisant de chaque atterrissage une manœuvre à haut risque. Ce n'est pas seulement un problème logistique, c'est l'effondrement de la civilisation humaine dans la région devant une nature qui change les règles du jeu. Cependant, le plus grand danger est invisible. En dégelant, le sol commence à respirer. Il libère du méthane et du dioxyde de carbone qui sont restés piégés depuis l'époque des mammouths. Cela crée une boucle de rétroaction dangereuse. Plus la glace fond, plus de gaz sont libérés. Et plus il y a de gaz, plus la température monte. C'est un moteur qui s'auto-alimente et qui a le potentiel d'altérer le climat de la planète entière. Pas seulement celui de la Russie. À cela s'ajoute l'érosion côtière, qui avance avec une voracité jamais vue auparavant. Autrefois, la glace de mer formait une barrière naturelle protégeant la côte des tempêtes féroces d'automne. Ce bouclier blanc absorbait l'énergie des vagues. Maintenant, avec le retrait de la glace de mer dû à des étés plus longs,
l'océan impacte directement contre la terre molle et dégelée des falaises. Le résultat est dévastateur. Des villages entiers, qui ont existé à ces coordonnées pendant des siècles, regardent impuissants des mètres de leur sol tomber dans la mer, année après année. Des cimetières anciens et des maisons modernes sont dévorés par l'eau. C'est une crise qui redessine la carte de la Tchoukotka en temps réel, non par la main d'explorateurs ou de cartographes, mais par la force brute de la nature elle-même. La Tchoukotka nous envoie d'un message urgent et le temps pour l'écouter s'épuise. Le son définissant le présent dans ces latitudes n'est plus seulement le hurlement du vent polaire, mais le craquement métallique de la glace se brisant devant des proues en acier renforcées. La fonte accélérée a éveillé un intérêt stratégique qui était resté dormant pendant des décennies. Soudain, les grandes puissances mondiales se sont rappelées que l'Arctique existe et qu'il s'ouvre. Ce qui était autrefois un désert de glace infranchissable révèle maintenant de nouvelles routes maritimes qui pourraient changer l'économie mondiale pour toujours. La route maritime du Nord, bordant toute la côte de la Tchoukotka, est le joyau de la couronne sur ce nouvel échiquier géopolitique. Cette route promet de raccourcir radicalement les temps de navigation pour les marchandises entre les grands marchés d'Europe et les usines d'Asie. Dans l'économie globale actuelle, où le temps est littéralement de l'argent, et où l'efficacité se mesure en heures, la possibilité d'économiser 2 semaines de voyage en évitant le canal de Suez est un argument irréfutable. Les navires de charge n'auraient même plus à faire le tour du globe. Ils pourraient mais simplement passer par le haut. Pour cette raison, la Tchoukotka est redevenue un point stratégique de premier ordre. Des ports qui sont restés inactifs ou gelés pendant une grande partie de l'année sont réévalués et modernisés avec des investissements de millions de dollars. Des infrastructures abandonnées depuis la chute de l'Union soviétique sont revitalisées. Et une technologie de pointe pour la navigation par satellite et la surveillance des frontières est mise en œuvre. C'est une affirmation de souveraineté et de présence dans une région qui devient navigable et par conséquent précieuse. Il y a des gens et des gouvernements qui veulent toujours revenir dans ces lieux parce qu'ils comprennent que le Nord n'est plus la périphérie oubliée du monde. Il devient un nouveau centre d'attention et de tension internationale. Cependant, cette fièvre pour le transport maritime apporte avec elle des risques monumentaux qui n'existaient pas auparavant. L'augmentation du trafic de brise-glace, de cargos et de navires d'exploration génère une pollution sonore sous-marine sans précédent. L'océan Arctique, qui était autrefois un sanctuaire de silence, vibre maintenant avec le bruit des moteurs et des sonars. Cela interfère gravement avec la vie marine. Les baleines, les morses et les autres mammifères marins dépendent du son pour communiquer, chasser et naviguer dans l'obscurité des profondeurs. Le bruit humain crée un brouillard acoustique qui les désoriente, sépare les mers des baleineaux et altère leur route de migration millénaire. De plus, il y a une inquiétude constante qui empêche les écologistes de dormir. Le risque d'incidents environnementaux dans les eaux glacées. Un déversement de carburant dans l'Arctique serait catastrophique. La technologie actuelle pour nettoyer les marées noires est inefficace dans des conditions de glace et de températures extrêmes. Le pétrole se mélange à la glace, coule et persiste pendant des décennies en raison de la lente dégradation biologique dans le froid. La Tchoukotka se trouve en ce moment même à un carrefour historique. Elle doit décider si elle deviendra un corridor mondial de commerce industriel ou si elle se battra pour maintenir son intégrité naturelle. L'équilibre est précaire et les décisions prises aujourd'hui résonneront pendant des siècles. L'économie de l'extraction contre l'éternité.
Si la mer est devenue la nouvelle autoroute du monde, la terre ferme est le coffre au trésor qui a été grand ouvert. Sous les montagnes imposantes et désolées de la Tchoukotka, se cachent des ressources que le monde moderne dévore avec avidité. Des veines massives d'or, d'argent, de cuivre de haute pureté et de charbon. L'exploitation minière moderne est arrivée à cette ultime frontière, non pas avec des pioches et des pelles, mais avec une échelle technologique immense et futuriste. Des machines autonomes de la taille de maison et des camions à benne avec des roues plus hautes qu'un être humain fonctionnent jour et nuit dans la région pour extraire les matériaux qui alimentent le maelstrom technologique mondial. Il est hautement probable que l'appareil électronique que vous avez dans votre main ou votre poche contienne des particules de cuivre ou de métaux précieux arrachés au sol dans des endroits reculés comme celui-ci. Le lien entre votre vie quotidienne et la toundra de la Tchoukotka est beaucoup plus direct que vous ne l'imaginez. Pour l'économie locale fragile, l'exploitation minière offre une bouée de sauvetage de stabilité et des emplois bien rémunérés. Quelque chose de vital dans une région où le coût de la vie est astronomique. Des villes comme Pevek, qui étaient sur le point de devenir des villes fantômes, survivent et prospèrent aujourd'hui grâce à cette industrie extractive. L'ingénierie humaine a atteint le point de déployer des solutions radicales pour maintenir ces opérations en marche. Un exemple clair est l'arrivée de centrales nucléaires flottantes, de véritables merveilles de l'ingénierie navale, conçues pour fournir de l'électricité et de la chaleur à ces opérations minières isolées. Voir une centrale nucléaire flotter dans l'océan Arctique est une image de science-fiction devenue réalité. Un témoignage de la distance que les humains parcourront pour l'énergie et les ressources. Mais le prix de ce progrès est l'altération irréversible du paysage. Une montagne exploitée à ciel ouvert change la géographie pour toujours. La cicatrice sur la Terre est permanente. Les écosystèmes de la toundra sont extrêmement délicats et mettent des siècles à se remettre de toute perturbation. Les peuples autochtones observent cette transformation avec un mélange complexe de nécessités économiques et de profonde inquiétude spirituelle. L'argent coule, les magasins ont des produits et il y a du chauffage dans les foyers, mais la question inévitable se pose de savoir si le coût environnemental à long terme en vaut la peine. Le dilemme de la Tchoukotka est en essence le dilemme de toute l'humanité moderne, amplifié par l'environnement extrême. Nous voulons préserver une nature vierge et sauvage, mais nous avons désespérément besoin des ressources qu'elle détient pour maintenir notre mode de vie technologique. Ici, au bout du monde, cette transaction n'est pas cachée derrière des chaînes d'approvisionnement invisibles. Ici, la transaction est visible, brutale et directe. La terre s'ouvre, le métal sort et le paysage change. Il n'y a pas d'intermédiaire dans cette réalité. Au milieu de ces changements tectoniques du climat et de l'économie, la question cruciale sur le facteur humain se pose. Qui héritera de cette terre quand les anciens seront partis? La démographie de la Tchoukotka fait face à un défi existentiel. La jeunesse d'aujourd'hui vit une réalité hyper connectée, très différente de celle de leurs grands-parents qui ne connaissaient pas que l'horizon de la toundra. Grâce à l'Internet par satellite et aux réseaux sociaux, ils voient en temps réel à quoi ressemble la vie à Moscou, Saint-Pétersbourg ou en Europe. Ils voient des endroits plus chauds, plus confortables, avec des cinémas, des centres commerciaux et des opportunités infinies. Cette fenêtre numérique génère un désir compréhensible d'explorer des horizons plus doux. La vie dans l'Arctique est dure, implacable et parfois solitaire, poussant beaucoup à quitter leur ville natale dès qu'ils terminent l'école, à la recherche d'éducation et d'opportunités dans les grandes villes du continent. C'est un exode de talent et d'énergie menaçant de dépeupler la région de ces peuples autochtones. Cependant, contre toutes les statistiques, il existe un mouvement fascinant et croissant de jeunes qui choisissent de rester, ou plus surprenant encore, de revenir après avoir étudié à l'étranger. Ils ne le font pas par manque d'options, mais par un choix conscient et radical d'identité. Ils redécouvrent la valeur de leur héritage, non pas comme un fardeau du passé, mais comme un outil d'autonomisation pour le futur.
Ces nouveaux gardiens de la toundra créent une fusion unique entre l'ancien et le nouveau. Ce sont des éleveurs de rennes qui utilisent des drones pour surveiller leurs troupeaux depuis les airs et des GPS pour naviguer sur les routes de migration, mais qui portent toujours des fourrures traditionnelles parce qu'ils savent qu'aucun matériau synthétique ne protège mieux du froid. Ce sont des activistes qui numérisent leur langue et leurs légendes pour les préserver dans le nuage, s'assurant que la voix de leurs ancêtres ne se perde pas dans le bruit numérique. Ils comprennent que la culture n'est pas quelque chose de statique gardé dans un musée, mais quelque chose de vivant qui doit s'adapter pour survivre. Ils comprennent qu'être partie prenante de cette culture autochtone au XXIe siècle signifie porter la sagesse et la résistance du passé dans le futur technologique. Ils sont la première génération dans l'histoire de leur peuple, capable de raconter sa propre histoire au monde directement, sans intermédiaire, à travers des blogs, des vidéos et de l'art numérique. Leur permanence sur la terre de leurs parents est un acte de résistance puissant. Tant qu'il y aura quelqu'un de jeune qui connaîtra les noms des vents, les secrets de la terre et comment survivre sur la glace, la Chukotka restera un foyer vivant et vibrant. Pas seulement une carte de ressources à exploiter par des corporations lointaines.